Salut Jérémy. Salut. Bon bah cette fois on inverse presque. C'est toi qui te retrouves devant la caméra. C'est très rare quand même. Bah je sais pas si tu peux te présenter un peu. Alors, donc moi c'est Jérémy Davoine, j'ai maintenant 30 ans malheureusement depuis récemment. Je travaille dans l'éducation nationale, j'ai fait mes études en histoire notamment à l'université du Havre et passionné d'histoire, notamment de l'histoire locale. Et tout particulièrement de la cathédrale. En effet, la cathédrale, c'est un de mes gros sujets, hein. C'est la cathédrale, d'ailleurs, on a fait une vidéo ensemble à ce sujet. Et puis, ces derniers temps, j'ai aidé notamment aussi lors de la restauration de la grande façade occidentale, entre autres. Comment ça t'a aidé? Qu'est-ce que t'as. Alors, notamment, j'ai aidé les architectes de la ville et l'architecte de l'entreprise qui s'assurait de la maîtrise d'ouvrage pour trouver quelques éléments historiques pour permettre à la restauration, alors notamment de l'iconographie pour restaurer les statues, les sculptures, et puis quelques éléments de documents, enfin de textes, pour être sûr de certains types de la nature de certaines pierres, de la maçonnerie par exemple. Ouais, puis sur le secret, tu fais pas mal vivre la mémoire de notre vieille dame parce que tu publies régulièrement un peu l'actualité du vécu de la cathédrale, quoi. Les graffitis notamment que tu découvres. Oui, oui, comme je fais de l'art avec mon emploi du temps de boulot, je le fais pas tout le temps, mais c'est vrai que quand je peux, je me permets de rester actif dans la recherche concernant la cathédrale. Puis c'est vrai que parfois, là ça remonte maintenant il y a 2 ans, parce qu'avec le Covid, c'est vrai que le temps paraît un peu plus étrange, mais ça fait maintenant quand même déjà 2 ans quand j'ai découvert des graffitis, notamment des graffitis marins avec des dessins de bateaux qui datent du XVIIe siècle ou du XVIIIe siècle, certains même du XIXe siècle. Et comme je fais aussi de la photographie, ça me permet aussi d'illustrer ces découvertes, d'illustrer aussi certains éléments de décor ou d'architecture qui sont pas très visibles forcément de niveau humain, parfois des éléments qui sont bien accrochés au niveau des voûtes. Ouais, puis tu vas même des fois chercher, tu profites du fait qu'on déplace un meuble ou un élément de décor pour aller voir ce qui se cache derrière. Oui, du coup, comme je suis un peu au courant de ce qui se passe, il y Ah oui, parce que t'es a... sacristain aussi quand même. Voilà, oui, oui, je travaille aussi au niveau de la sacristie, donc j'ai certains... oui, j'ai le privilège d'avoir certaines informations avant tout le monde. Puis c'est vrai, oui, il y a 2 mois, par exemple, on a dû enterrer l'évêque émérite du Havre qui est décédé. Et il a fallu déplacer un hôtel, ce qui a permis de voir une partie de mur qui était inaccessible et de trouver encore d'autres graffitis. Ben, je voulais te poser cette question, même à titre personnel, parce que c'est vrai qu'on n'a jamais eu trop l'occasion d'aborder ce sujet, mais du coup, est-ce que tu te sens havrais, toi? Alors oui, je me sens vrai. Après, c'est spécial puisque moi, il n'y a aucune accroche familiale. Mon père vient du Nord, ma mère est d'origine polonaise, elle est polonaise. Et donc, à part mes parents et mon frère, j'ai pas d'accroche familiale au niveau du Havre, mais j'y suis né. Et j'ai vécu, bon, bien sûr, en vacances, j'ai souvent remonté voir la famille, le Nord, la Pologne, mais c'est le Havre, surtout mon ancrage. J'ai vécu au Havre, enfin, je vis au Havre. Et très vite, je me suis habitué, hein. Je suis dans le quartier même reconstruit depuis ma naissance, en fait. Le Perret, j'ai connu que ça finalement d'une certaine manière. Enfin, j'ai pas connu que ça, mais j'ai connu ça depuis le début. Donc, par exemple, le Perret pour moi, c'est pas comme s'il y avait une découverte, c'est comme si ça faisait partie déjà de moi, vu que dès ma naissance, je voyais le Perret directement en fait. C'est pas familial, je suis pas d'origine havraise en tant que par ma famille, mais le fait est d'être juste né et d'être finalement être mis dans le bain directement. On se sent déjà Havrais finalement, on est déjà habitué, on est habitué de vivre avec les Havrais, on s'habitue aux bâtiments, à l'architecture, notamment PRE, et rien que ça, il n'y a pas besoin d'être Havrais de 3 ou 4 générations. Ouais. C'est ce que je voulais dire du coup, Ouais, oui. bien sûr.
Et ton identité vraie, c'est pas exclusive, j'imagine. Tu dois te sentir aussi un peu polonais, non? Je sais pas. Oui, forcément, il y a le côté polonais, le côté aussi nordique, Après, le côté nordique, il y a quand même certains points communs, comme le fait est comme le côté industriel de la ville, c'est le centre de ville qu'on... Alors, Fourmille ne l'est plus, et avec la désindustrialisation du Nord, il y a eu une catastrophe économique. Ici, Le Havre s'en est un peu mieux sorti quand même, mais il y a quand même un passif culturel, une histoire un peu commune, sauf le port, vu que Fourmille n'est pas un port, c'est vraiment dans les terres. Mais il y a le côté industriel, mais c'est vrai que la Pologne c'est encore différent, parce qu'il y a plus le côté aussi campagne. Mais d'un côté, ce sont finalement deux identités qui cohabitent. Enfin, parfois, on pourrait se dire qu'il y a un paradoxe, mais je trouve pas ça forcément paradoxal, puisque finalement, il y a peut-être même un côté équilibré d'avoir le côté portuaire, industriel, le côté vraiment urbain, puis d'avoir aussi un petit côté, un moyen d'avoir un recul dans la campagne, d'avoir la famille avec les fermes, de voir aussi un peu plus la forêt, parce que c'est aussi des régions très forestières. Ouais. Comment tu définirais le fait d'être havrais? Si tu D'une devais mettre ça dans certaine... un dico. Alors, le fait est d'être vrai, pour moi, déjà, il y a un rapport avec la mer et le port, même si c'est pas toujours forcément le cas, puisque travaillant notamment dans les quartiers nord de banlieue, le côté portuaire est un peu moins... fait partie moins de cette identité, mais pour moi, il y a quand même le côté portuaire, au moins via la plage. Pour ceux qui connaissent moins le port avec les navires, mais pour moi, le port c'est quand même quelque chose d'important, au moins la présence de la mer. Et puis pour moi, forcément, il y a le côté, je vais pas dire péré, mais le fait est de connaître un peu cette histoire de bombardement et de reconstruction de la ville. C'est quelque chose, je vais pas dire forcément quelque chose qui est forcément partagé par tout le monde à 100%, mais que la grande majorité partage finalement. Quel que soit le quartier où on habite au Havre, c'est peut-être le dénominateur commun. Et d'ailleurs, avec ce tramway qu'on a retrouvé, puisqu'on avait le tramway autrefois, l'accessibilité à la plage est devenue encore plus simple pour tout le monde. Il y a quelque chose d'assez démocratique, je trouve, dans cette plage. Oui, c'est vrai. Bah, finalement, en plus, oui, du coup, le tramway, ça a permis de désenclaver notamment certains quartiers nord. Et la plage, aussi le skatepark, puisqu'il y a aussi beaucoup de jeunes qui aiment bien faire leurs acrobaties, si j'ose dire, avec leur vélo, leur skateboard, etc. Tu parles comme si tu étais plus jeune. Là. Ah oui, mais je suis aussi beaucoup en contact avec eux, du coup, travaillant voilà, dans l'éducation nationale. C'est vrai que parfois on voit ça m'est déjà arrivé alors c'est pas très souvent, mais c'est m'est déjà arrivé de croiser de loin certains des élèves des établissements dans lesquels je travaille, au moins pas très loin du skatepark, mais voilà. Je vais peut-être anticiper sur une question, mais je voudrais te faire parler d'un sujet qui, je sais, te tient à cœur. C'est la bouffarde. La bouffarde et le Havre. Ah oui, oui, Qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus? C'est quelque chose vraiment de... on en a pas mal hein, finalement au Havre. Des bouffardeux. Des bouffardeux. C'est quoi des bouffardeux? Alors, ce sont les personnes qui fument la pipe. Alors, je connais pas forcément l'histoire de tous les bouffardeux depuis, mais je suppose que beaucoup de marins ont fumé la pipe dans le port du Havre. Peut-être que certains devaient ressembler au capitaine Haddock, on ne sait jamais. Et puis, bah, il y a quand même, finalement, c'est quand même une communauté assez sympathique, on va dire une bonne compagnie. Et finalement, ça permet aussi de refaire cette histoire ancienne, notamment des marins, puisque les marins, vraiment, au sens local du terme, il n'y en a plus vraiment, puisque la plupart des marins, c'est maintenant des membres d'équipage qui viennent des Philippines, etc. et qui descendent rarement, enfin on n'a pas trop l'occasion de les côtoyer.
Alors qu'avant, les marins, c'était quelque chose, ils avaient une vie sociale, ils étaient aussi pas mal aussi, forcément aussi dans les débits de boissons. Aujourd'hui, c'est plutôt le monde étudiant qui a remplacé quand même pas mal les marins dans tout ce qui est bar, café. Et c'est vrai qu'avec le milieu étudiant et les soirées, ça m'a permis aussi notamment de faire des rencontres et notamment de croiser ces bouffardeux du Havre dont j'ai pu avoir l'occasion de tirer le portrait de certains. Peut-être que tu te reconnaîtras. Oui, oui, je m'en doute. Et donc, est-ce que s'il y avait un objet au Havre, est-ce que ce serait une bouffarde ou est-ce que ce serait autre chose pour toi? Un objet qui évoque le Havre. Ah, c'est vrai que la bouffarde avec le côté marin et Pour tout ça, je ça, disais que oui, j'anticipais un peu, tu vois. c'est quelque chose. Après, j'ai aussi d'autres, je vais pas, d'autres objets en tête, mais oui, la bouffarde, parce que le côté marin, je veux dire finalement les volutes, ces fumées, ça pourrait aussi, de façon poétique, ramener au brouillard qui parfois couvre aussi les bassins du port du Havre. Au Il y a matin. aussi un petit côté comme ça, notamment oui au matin, au petit matin. Après, il y avait aussi, alors je sais que c'est un objet qui revient très souvent, mais aussi qui me revient avec la bouffarde finalement, c'est aussi le galet, parce que donc la plage, quand on est à la plage, forcément il n'y a que ça qu'on voit. Et ça m'a rappelé aussi deux choses, c'est que dans la maison familiale dans le nord à Fourmies, euh, il y avait des galets sur un des rebords de fenêtre principale et on m'avait raconté, c'est que mon père, avant de venir ici pour y vivre et pour le travail, il est déjà venu ici avec donc ma grand-mère française, ma grand-mère maternelle. Et elle a rapporté, alors je sais pas si c'est elle ou mon père, mais je crois que c'est elle, d'après ce que, si je me rappelle bien de l'histoire, qui a rapporté un galet du Havre. Et même en allant dans le nord, on trouve des galets de la plage du Havre. Et puis finalement, c'est aussi quelque chose qui a aussi beaucoup servi dans la vie havraise, notamment dans les constructions, puisque finalement, ce galet, on les retrouve aussi dans les vieilles maçonneries en noyau, notamment de la cathédrale du Havre, lorsqu'on voit les anciennes bouches à feu Oui. du clocher, on retrouve ces galets qui constituent le corps, le noyau de la maçonnerie entre les parures de pierre de taille. Et donc finalement, ce galet, finalement, on le retrouve partout, même là où on s'y attend pas. Ouais. Ça, je vais pouvoir l'illustrer grâce à la visite que tu m'avais faite. C'était en 2019, non? C'était juste Oui, avant le Covid. c'est ça exactement, Ouais, juste ouais. avant le Covid. Ouais, ouais. Ça va marquer. Mm. Ça va marquer la génération havraise actuelle, quoi, parce que il y aura un avant et après le Covid. Ah Je oui, pense oui, que il y aura un c'est- avant, un après, puis c'est vrai comme plus alors, la ville, c'est pas forcément une ville forcément très jeune, on va dire au niveau de la démographie, mais on a quand même une jeunesse assez vivante depuis quelques décennies avec le développement de tout ce qui est universitaire, des grandes écoles. Et c'est vrai que même si Le Havre n'a pas toujours été aussi vivante que d'autres grandes villes, il y a quand même toujours une vie nocturne notamment. Et d'avoir vu à un certain moment aussi ces nuits complètement calmes, avec le silence, on n'entendait même pas les moteurs. C'était quelque chose de quand même d'assez spécial et d'assez marquant. Ouais. Est-ce qu'il y aurait un livre sur le Havre ou un auteur que... Euh, Moi, j'aurais un auteur alors qui parle pas forcément que du Havre, mais qui pour moi, notamment dans mes recherches, m'intéresse beaucoup. Je vais en dire deux auteurs. Il y a d'abord l'abbé Cochet qui a beaucoup travaillé, que c'est un grand personnage local qui a beaucoup travaillé l'archéologie, qui est un des pères finalement de l'archéologie française aussi. Même si aujourd'hui certaines interprétations sont à revoir, ça reste une source quand même au niveau au moins du répertoire qu'il a fourni très conséquente. Et même si c'est quand même un personnage bien curieux, parce que quand on regarde notamment ses livres concernant les églises, on voit le personnage assez trempé qui n'hésite pas de donner son avis, parfois très tranché, sur tel style architectural par exemple. Donc il y a le côté quand même très trempé du personnage. Et puis le deuxième, ce
qui l'a suivi, qui était un de ses disciples, qui est beaucoup moins connu. C'est l'abbé Jean-Baptiste Lecante, et qui a fait un même travail, qui lui a notamment écrit alors son livre pour titre Messire de Cieux, le Messire de Clieux et les églises du Havre, si je dis bien le titre tel qu'il doit être dit, tel qu'il est écrit, on vérifiera. Et donc c'est un livre en 2 parties avec d'abord une biographie de ce curé qui a marqué l'histoire, la fin du XVIIe siècle au Havre. Et il raconte après l'histoire des 2 églises, Notre-Dame et Saint-François, qui pendant très longtemps ont été les 2 seules églises de la ville. Et là, il reprend un peu le travail de l'abbé Cochet, mais il va être plus dans le détail, il va essayer d'être un peu plus neutre, et il va aussi faire beaucoup paraphraser les registres de Kant. Donc c'est quand même une lecture très passionnante, puisque on peut retracer, on remet même des noms sur savoir qui a taillé telle pierre, par exemple. Ce qui est assez passionnant, c'est aussi avec lui de mettre des noms sur ces personnages qui pendant longtemps ont été oubliés et qui ont permis de faire des bâtiments de ce genre. Peut-être sans surprise, mais un monument. Bon, on va peut-être mettre la cathédrale de Notre-Dame à côté. Hors catégorie, justement. Un bâtiment qui m'intéresse beaucoup, ou que j'aime bien. Alors j'en ai plusieurs en tête. Alors déjà, il y a quand même l'église Saint-Joseph, qui est d'un style complètement différent de la cathédrale, mais qui est un bâtiment marquant par sa hauteur, son style architectural, par la lumière que nous renvoie, les lumières colorées que nous renvoient les vitraux à l'intérieur. C'est aussi quelque chose qui marque, on va dire, plusieurs intérêts pour moi, on va dire, parce qu'il y a l'histoire de l'architecture, mais aussi l'histoire de la Pologne, puisque ça, alors je sais plus en quelle année ça a été tourné, mais on a un film qui notamment parle de la mort d'un prêtre polonais, le père Kościuszko, oui. Qui a été fait à Saint-Joseph, justement, dans ce quartier-là, oui. Comment s'appelait ce film? Alors j'ai plus le nom du film, oui, mais oui, qui raconte ce prêtre qui a été dans les années 80, dans les années 80, c'est ça. Avec Christophe Lambert, non, c'est pas ça? Non, pas Christophe Lambert. 87. Et je sais peut-être, je me rappelle plus je sais plus si c'est Christophe Lambert. Mais Christophe Lambert. Ah oui. Christophe Lambert 87. C'est 87, Christophe Lambert, voilà, oui. Un prêtre est mort ou la mort d'un. C'est ça. Ah oui. Moi, je me rappelais plus du titre du film. Je me souviens de quelques images. On voit un brasero, tu sais, devant Saint-Joseph, avec des gars avec des chapkas et des AK-47. Et tu dis, mais c'est Stalingrad sur mer. Ah oui, c'est ça, oui. Il y a une boulangerie qui a été refaite comme une boulangerie de l'Est. Ah, j'avais discuté avec Lambert à l'époque. Parce que j'étais un peu encore en études. J'avais repris pour mes études informatiques à l'ESC. Donc on était à côté, en fait. Parce qu'on fait l'interview, mais il y a François Vaudour qui est juste derrière. Oui, ce film, alors, donc ce prêtre polonais qui a été assassiné par le régime communiste en Pologne. Alors, ça n'a pas été, le régime communiste en Pologne n'a pas toujours été, comment dire, on va dire ça n'a pas toujours été très pacifique, mais bon, voilà, c'est une histoire, Saint-Joseph qui me renvoie à deux choses particulières de mes passions, on va dire l'histoire de l'architecture religieuse, mais aussi le patrimoine havrais en général, mais aussi l'histoire de la Pologne. D'ailleurs, il n'y a pas que cette histoire polonaise mais bon, ça, je déborde un peu des bâtiments, mais parce que oui, c'est vrai qu'il y a aussi une forte communauté polonaise avec les tréfileries, tout ça. Est-ce qu'il y a une chanson qui t'a marqué au Havre, ou qui t'évoque le Havre, ou un truc que tu aurais entendu en concert, par exemple, je sais pas? J'ai envie de dire, après, le côté des bouffardeux peut marquer le coup, mais j'ai envie de dire le lac du Connemara. Parce que finalement, toutes ces sorties nocturnes convergent toujours vers vers le même champ. Mais c'est ce qui fait aussi finalement la vie du Havre. Alors c'est vrai que bon, la cohabitation avec les voisins n'est pas toujours facile, même s'il n'y a pas que les bars, parce que des fois ce sont aussi des cloches des églises ou de la cathédrale directement, on va dire, qui font aussi
on va dire, ce sont ces bruits nocturnes, ces chants musicaux, ces carillons qui vont aussi parfois provoquer la colère du voisinage, mais en même temps, sans cette vie nocturne, sans ces chants, sans ces bruits, est-ce que la ville serait vraiment vivante? Est-ce qu'une ville complètement silencieuse, ça existe? On va dire, je pense pas. Toutes les villes ont toujours eu des bruits, même par le passé. Il n'y avait peut-être pas les moteurs des bruits, mais on avait dans les marchés, les gens devaient crier pour vendre leurs marchandises, faire un peu d'une certaine manière leur publicité. Donc c'est vrai qu'aussi on est dans une vie moderne un peu contradictoire, où on est plus dans la consommation, on est plus dans l'action, et en même temps on veut plus de silence, alors que pourtant ces chants, on va dire, c'est ce qui met aussi la bonne humeur dans la vie, et qui est pas toujours facile, notamment dans une ville où parfois on a le chômage, et d'avoir ces chants qui entraînantes et qui finalement aussi sont connus de tous, ça permet aussi de mettre un peu un petit plaisir aussi dans cette vie, et ce qui n'est pas toujours du luxe, surtout actuellement, j'ai envie de dire. Bien sûr. Dans cette situation post-Covid. Est-ce qu'il y a un événement qui t'a marqué au Havre, ou un événement que tu aurais voulu connaître? Il y aurait peut-être deux événements que j'aurais voulu connaître, enfin un événement que j'aurais voulu connaître et un événement que j'ai connu qui m'a marqué. J'aurais bien voulu voir ce bombardement du clocher en 1563, à quoi il existait avant et comment cette chute du sommet du clocher a pu se faire pendant cette première guerre de religion, qui a, même si le sommet a dû être fait, qui a quand même marqué aussi ce clocher, on en a parlé dans ce Le Havre secret. La fameuse flèche manquante. La fameuse flèche manquante, même si bon, on n'est pas sûr de quoi elle ressemblait, en quel matériau a été faite, sachant que certains personnages comme l'abbé Cochet aussi beaucoup fantasmé là-dessus, ça, c'est vrai. Et puis l'événement qui m'a marqué, que j'ai vraiment vécu, alors qui a déjà été aussi évoqué, il me semble, c'est le géant du Royal de Luxe. Moi je me rappelle, c'est surtout la première fois, le premier géant, alors je sais plus en quelle année c'était, parce que j'étais vraiment très jeune. C'est les années 90, 95, c'était début 90, oui, quelque chose comme ça. Ce que je me rappelle, c'était assez impressionnant, parce que j'ai vu, alors il est resté 3 ou 4 jours, voilà, quelque chose, enfin un week-end je pense. Là c'est vraiment des souvenirs quand j'étais enfant, parce que je me rappelle que pendant cette première venue, j'ai vu une fois en compagnie de mes parents, et une autre fois c'était en sortie avec la classe, j'étais en maternelle, donc là les souvenirs sont quand même un peu flous, mais je me rappelle de cette première fois où j'ai vu le géant. On a dû se frayer le chemin parmi toute cette foule d'adultes, on va dire cette forêt d'adultes, puis qu'on a pu se frayer un chemin et avoir une vue sur ce géant. Alors déjà, moi, il fait environ 9 mètres, moi je le voyais beaucoup plus grand que 9 mètres. Et finalement, ça passait tellement, je veux dire, ça avait l'air tellement réel que je croyais que c'était un vrai géant. Et du coup, j'étais vraiment entre deux sentiments, entre être impressionné et aussi une certaine crainte, parce que je croyais qu'il était un peu, voilà, du petit yeux de mes petits enfants. Je croyais qu'il était vivant, donc. Je me suis dit, oui, surtout quand les yeux, le regard bougeait, la tête et son regard se déplaçait, la crainte de est-ce qu'il va me voir, c'était un peu ce côté-là. Et puis c'est vrai qu'après, lors des dernières venues, c'est quelque chose de marquant. Donc la dernière, c'était en 2017 pour les 500 ans. C'est quand même marquant, parce que ça permet quand même de faire revenir ses souvenirs d'enfance. Et puis finalement, pour moi, comme ça fait partie des premiers souvenirs vraiment marquants de quand j'étais jeune, puisque bien sûr on se rappelle pas de toute notre enfance, enfin de la plus petite enfance, mais c'est un des plus grands souvenirs marquants de mon enfance, et de revoir, bon, ça fait permettre de revenir, faire revivre cette jeunesse, et finalement pour moi, avec
c'est un peu comme Perret, j'étais habitué de voir Perret depuis le début, et de voir le géant comme ça quand j'étais gosse, directement ça m'a permis d'étiqueter un peu comme si c'était quelque chose d'avré au début. Je croyais que c'était qu'un événement qui avait lieu qu'au Havre avant de comprendre que non, c'était une troupe qui venait de Nantes, qui allait dans plusieurs endroits en France, même parfois en Europe, mais voilà. Est-ce que tu aurais un message que tu aimerais laisser un peu dans le temps, pour t'adresser aux Havrais dans 20 ou 50 ans qui regarderaient cette vidéo? Alors déjà, c'est compliqué aussi, oui, c'est compliqué de donner un message, peut-être aussi qui va marquer dans le temps, puisque ça évolue beaucoup, les temps, surtout ces derniers temps, il y a quand même beaucoup de changements et qui sont très rapides, mais si j'aurais 2 messages à apporter, parce que j'en ai 2 qui m'arrivent là, c'est d'une part, n'oubliez pas l'histoire. Il n'y a pas que l'histoire qui compte, surtout dans un monde où on attend quand même aussi beaucoup d'évolutions scientifiques pour régler des problèmes liés à la crise écologique. Mais l'histoire, ça reste important. Bon, je vais dire des choses un peu banales, même s'il n'y a pas que ça, mais ça permet d'éviter de refaire certaines erreurs. Bon, c'est un peu le côté un peu naïf aussi, peut-être, mais bon, c'est toujours vrai. Et sans cette histoire, c'est quand même compliqué de comprendre les choses, de comprendre même le monde d'aujourd'hui, de savoir pourquoi les choses se passent ainsi, mais aussi pourquoi essayer de comprendre pourquoi les gens réfléchissent ainsi, parce qu'il y a aussi des écarts de génération. Ça a toujours existé, mais de connaître l'histoire, ça permet peut-être d'éviter des incompréhensions et des malheureux incidents finalement. Et la deuxième idée la deuxième pensée que j'aurais à adresser, ce serait de garder cette ville, voilà, j'aurais quand même le souhait, c'est de garder cette ville vivante. Alors pour plusieurs choses, bien sûr c'est bien de revoir par exemple la rue de Paris, commerçante, revivre, mais aussi voilà, éviter de mettre cette ville dans une chape de plomb et de la mettre dans une chape de silence. Une ville, ça doit être vivant. Bien sûr, il faut que ça soit raisonnable et que chacun puisse y trouver son compte, mais une ville silencieuse, c'est triste, et Le Havre doit rester une ville qui bouge, et ça doit être une ville qui doit rester musicale, qui doit avoir toujours ses petits sons. On devrait entendre encore ces petits carillons de cloches, ces restaurants ou ces bars qui parfois aussi nous permettent d'écouter de la musique avec ces concerts. Et j'espère que la ville, d'ici plusieurs décennies, et j'espère que les Havrais resteront des bons vivants, j'ai envie de dire, par rapport à ce genre de choses. Ok. Et j'aurais une toute dernière question à te poser. Oui. Est-ce que dans ta recherche de graffiti à Notre-Dame, tu as trouvé un graffiti de Bouffarde ou de Bouffardeux? Malheureusement non, mais il paraît que dans certains établissements appelés le bistrot, il y en aurait un. Je dis pas de quelle époque il date, mais il y en aurait un. Bon bah merci Jérémy, à très bientôt. Salut.